La situation est la suivante. Vous êtes un garde romain, posté devant une chambre de pierre scellée à Alexandrie. À l'intérieur de cette pièce se trouve Cléopâtre, reine d'Égypte, pharaon, descendante des Ptolémées, la femme la plus puissante du monde antique. Elle est enfermée à l'intérieur depuis 7 jours. Vous l'entendez parfois non pas pleurer ni crier, juste bouger. De légers pas sur la pierre, le doux bruissement d'un tissu. Parfois sa voix parle comme si quelqu'un d'autre était là, bien que vous sachiez pertinemment qu'elle est seule. Avant d'aller plus loin, il y a quelque chose que vous devez comprendre à propos de la mort de Cléopâtre. Tout ce que vous pensez savoir à ce sujet est faux. L'histoire romantique de la Spique, cachée dans un panier de figues, est probablement une fiction. L'image de Cléopâtre mourant paisiblement dans son lit royal, entourée de fidèles suivantes, est presque certainement une fiction. La chaleur du premier jour d'août pesait lourdement sur Alexandrie, une couverture étouffante qui sentait la fumée lointaine et le sel du grand port. Dehors, la ville retenait son souffle, attendant la marche des légions d'Octave, mais à l'intérieur des hautes murs de calcaire du mausolée inachevé de la reine, l'air était froid et sentait la vieille pierre et la terreur fraîche. Le bâtiment était une forteresse près du temple d'Isis, avec de massives portes en cèdre barricadées de l'intérieur, conçues pour empêcher les vivants d'entrer et les morts de sortir. Je pressais mon dos contre les rudes ombres de la chambre supérieure, me faisant aussi petite que possible. Je suis Hélénie, 14 ans, une fille aux mains tachées par les herbes que je mélange pour les bains du palais, habituellement inaperçue, et aujourd'hui je souhaitais être invisible. Tyr, la voix était rauque, méconnaissable. Elle appartenait à Cléopâtre. J'osais jeter un coup d'œil derrière le pilier. La reine des rois, habituellement une vision d'or et de calme, était méconnaissable. Son chiton royal en lin était déchiré à l'épaule, ses cheveux étaient ébouriffés et emmêlés de poussière. Elle se penchait dangereusement par la haute fenêtre de l'étage supérieur, ses mains agrippant une épaisse corde de chanvre rugueuse. À ses côtés se trouvaient ses 2 ombres. Iras, la suivante, la plus grande avec la loyauté féroce d'un chien de garde, serrait les dents si fort que je pouvais les entendre grincer. Charmian, la douce qui arrangeait habituellement le diadème de la reine, pleurait silencieusement. Ses jointures blanches gefrarit alors qu'elle tirait sur la corde. « Il est trop lourd !» sanglota Charmian, ses pieds glissant sur le sol en pierre. « Nous n'arrêtons pas !» siffla Cléopâtre. « Nous ne les laissons pas le prendre. » Au bout de cette corde, suspendue le long du mur extérieur 2 étages plus bas, se trouvait Marc-Antoine, le général romain, l'homme qui avait divisé le monde pour elle. Je rampais plus près, incapable de détourner les yeux de l'horreur. Alors qu'elle tirait, la corde grinçant de protestation, je le vis passer le rebord. C'était une ruine d'homme. Il s'était jeté sur son épée, un acte d'honneur romain destiné à mettre fin à sa vie avant d'être capturé, mais la lame n'avait pas réussi à le tuer proprement. C'était un poids mort de muscles et d'armure, sa tunique trempée d'un fluide sombre et visqueux. Alors que les femmes le traînaient sur le rebord de pierre, une traînée de cramoisis vifs peignait le mur blanc, une marque violente qui ne serait jamais effacée. Elles s'effondrèrent en arrière, tirant son imposante carcasse sur le sol. La reine ne se souciait pas du sang qui souillait ses robes. Elle rampa sur lui, ses mains tremblantes alors qu'elle touchait contre son visage. « Antoine !» murmura-t-elle. Le nom sonnait comme une prière. Le Romain ouvrit les yeux, ils étaient sciemment vitreux, perdant la lumière du monde. Il essaya de parler, peut-être pour demander du vin ou pour lui dire qu'il était mort avec honneur, comme le font les Romains. Il croit que la mort est préférable aux chaînes, mais ici, dans cette tombe froide, il n'y avait pas de gloire. Il n'y avait que l'odeur humide et métallique du fer et les halètements désespérés d'un homme mourant. « Ne me plains pas » haleta-t-il, du sang bouillonnant au coin de ses lèvres. Cléopâtre laissa échapper un son que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas un cri, c'était un gémissement bas et guttural qui partait de sa poitrine et s'arrachait de sa gorge. Elle se frappait la poitrine avec ses poings, déchirant sa propre peau comme si la douleur physique pouvait la distraire du chagrin qui lui brisait l'âme. Je voulais courir vers elle. Je voulais apporter de l'eau, un tissu, n'importe quoi pour arrêter l'hémorragie. Mais la peur figea mes pieds. Je vis la transformation se produire là, dans la poussière. La déesse Isis, le pharaon, la femme la plus puissante du monde, se dissoudre. À sa place se tenait une veuve, petite et brisée, les mains couvertes du sang de l'homme qu'elle aimait aimer. Antoine exhala un dernier souffle tremblant. Puis, il ne fut plus que chair et os. Le silence qui suivit était plus lourd que les murs de pierre qui nous entouraient. La nuit était tombée sur Alexandrie, mais elle n'apportait aucune paix.
L'obscurité à l'intérieur du mausolée était épaisse et suffocante, sentant le sang séché et l'odeur douceâtre et écœurante de l'huile brûlée des quelques lampes qui vacillaient encore. Le temps avait perdu son sens. Cela faisait peut-être des heures ou de simples instants que le grand Antoine avait rendu son dernier souffle, son corps étant maintenant couvert d'un fin drap de lin qui prenait lentement une couleur rouille là où il touchait ses blessures. J'étais assise dans le coin, mes genoux repliés contre ma poitrine, essayant de me fondre dans la pierre. Je suis Hélénie, l'ombre dans la pièce, la fille Ombe qui moude le lapis lazuli pour les paupières de la reine et mélange la racine de valériane pour son sommeil. Ce soir, il n'y aurait pas de sommeil. Le silence était le pire. Il n'était pas vide, il était lourd, rempli de la respiration rauque de la reine. Cléopâtre était assise par terre à côté du corps de son amant. Elle n'avait pas bougé. Ses mains habituellement ornées de bagues d'or et de jaspe étaient tachées d'un rouge foncé. Elle les regardait comme si elles appartenaient à une étrangère. Iras et Charmian, les deux suivantes, qui étaient bontes plus des sœurs pour elle que des servantes, faisaient les 100 pas dans la petite chambre supérieure. Elles écoutaient, non. Nous savions tous qu'ils allaient en venir. La ville dehors était trop silencieuse. Les légions romaines n'étaient-elles pas connues pour leur silence. Elles étaient entre une machine de fer et de bottes cloutées. Puis nous l'entendîmes. Non pas un bélier contre les grandes portes en cèdre en bas, mais un doux grattement rythmique contre le mur extérieur en pierre. Grattement, cliquetis, grattement. C'était le bruit de crochets métalliques trouvant prise sur le calcaire. « Ils sont là », murmura Iras, sa main volant à sa bouche. La tête de Cléopâtre se releva brusquement. Le chagrin dans ses yeux disparut, remplacé instantanément par l'éclat froid et dur du cobra. Elle se leva en hâte, ignorant le sang sur ses robes déchirées. Elle se précipita vers la haute fenêtre, la même fenêtre par laquelle nous avions traîné Antoine mourant quelques heures auparavant. La fenêtre que nous avions cru être notre salut était maintenant une brèche. « Barricadez la fenêtre !» commanda-t-elle, mais il était trop tard. 2 mains, gantées de cuir, saisirent le rebord de pierre. Puis un casque surmonté de crins de cheval s'éleva dans la lumière de la lampe. Il fut suivi d'un autre et d'un autre. Ils se déversèrent dans la pièce comme de l'eau noire, silencieux et mortellement efficaces. Ce n'étaient pas de simples fantassins. C'était l'élite des hommes choisis pour une tâche spécifique. À leur tête se trouvait un homme qui ne ressemblait pas à un soldat, bien qu'il portât l'armure d'un chevalier romain. C'était Proculus. Ce n'était pas un homme de grande taille, mais il se tenait avec une immobilité terrifiante et contenue. Son visage était rasé de près, ses yeux de la couleur de l'ardoise, calculateurs et dépourvus de chaleur. Il ne regarda pas le général romain mort sur le sol. Il ne regarda pas les suivantes tremblantes. Ses yeux se fixèrent non que sur Cléopâtre. « Ran contortant » dit Proculus. Sa voix était calme, presque polie. C'était la voix d'un homme parlant à un cheval de valeur qu'il avait l'intention de briser. « César vous envoie ses salutations. » L'insulte fut assez cinglante pour blesser. Parler de César, Octave ici, en présence de la mère du fils du véritable César, en présence du cadavre d'Antoine. Cléopâtre ne parla pas. Sa main bougea avec la vitesse d'une vipère frappant. Elle plongea dans les plis de sa ceinture et en sortit un poignard. C'était une petite lame, le manche incrusté d'émeraude, destinée à un sacrifice cérémoniel, mais assez aiguisée pour ôter une vie. Elle ne se jeta pas sur Proculus. Elle tourna la lame vers l'intérieur, la dirigeant vers sa propre poitrine. « Non !» cria Proculus. Le calme disparut. Il bougea plus vite que je ne le pensais possible pour un être humain. Il ne la frappa pas. Il la plaqua. Il saisit son poignet en l'air, le tordant avec une efficacité brutale qui lui arracha un halètement de douleur. Le poignard cliqueta sur le sol en pierre, glissant dans les ombres. « Il ne vous est pas permis de mourir » siffla Proculus, son visage à quelques centimètres du sien. Il lui attacha les bras derrière le dos, la pressant contre le mur froid. « César a des plans pour vous. Vous êtes son prix. N'endommagez pas la marchandise. » La marchandise. Je regardais, paralysé par l'horreur. Il traitait des soins de la déesse Isis vivante comme un voleur pris sur le marché. 2 autres soldats s'avancèrent mon chemin pour maîtriser Iras et Charmian. Ils étaient rendus rudes, leurs mains lourdes et inflexibles. Puis, un soldat tourna les yeux vers moi. C'était un homme brutal avec une cicatrice déchiquetée allant de son oreille à son menton, tordant sa lèvre en un rictus permanent. Il sentait le vin éventé et la laine sale. « Et celle-ci » grogna le soldat balafré, s'avançant vers moi. « Vérifie-la » ordonna Proculus sans quitter Cléopâtre des yeux. « Fouillez-les toutes, pas d'armes, pas de poison, videz la pièce si nécessaire. » La panique s'empara de ma poitrine. Ce n'était pas seulement la peur pour ma vie. «
Dans la ceinture de ma tunique, cachée contre ma peau, se trouvait une petite fiole d'argile. Ce n'était pas le poison que la reine cherchait. Celui-là était caché ailleurs, un secret auquel je n'osais pas penser. C'était mon propre mélange, un sédatif concentré de pavot et de ciguë que j'utilisais pour aider la reine à dormir pendant les pires nuits de la guerre. C'était suffisant pour tuer, si pris d'un coup. S'il le trouvait, il le prendrait. Et je savais, avec une clarté soudaine et limpide, que je devais le garder. Non pour la reine, mais pour moi-même. Ou peut-être simplement pour avoir une chose qui m'appartenait. Un choix restant dans un monde où les choix étaient à arracher. Le soldat balafré me saisit le bras, me tirant du sol. Sa prise me faisait des ecchymoses. « Lève-toi, petite vermine !» Je trébuchai, ma main allant instinctivement à ma taille. Et il vit le mouvement. « Qu'as-tu là ?» grogna-t-il. « Rien, couinai-je, ma voix me trahissant. Juste un porte-bonheur, une amulette de protection. » Il rit, un son humide et laid. Il plongea sa main dans ma ceinture, je me mordis la lèvre pour ne pas crier. Ses doigts rugueux effleurèrent dans la fiole d'argile. Il la sortit, la tenant à la lumière vacillante de la lampe. « On dirait de la médecine », ricana-t-il. Il la décapsula, reniflant le contenu. L'odeur amère du pavot s'échappa. Il fit une grimace et me la renvoya, perdant tout intérêt. « Un déchet inutile, bouge !» Je rattrapai la fiole contre ma poitrine, mon cœur battant la chamade contre mes côtes. Je la glissai rapidement dans ma manche, serrant le tissu. Je l'avais sauvée. Une petite victoire insignifiante face à la tragédie qui se déroulait, mais qui me donnait l'impression de tenir une étincelle de feu dans une tempête. « Emmenez-les au palais », commanda Proculus. « La reine va dans les chambres sécurisées. Séparez les serviteurs. Je veux qu'elle soit isolée. »« Vous ne pouvez pas !» cria Cléopâtre. C'était la première fois qu'elle parlait depuis que le poignard était tombé. « Je suis la reine d'Égypte. Je demande à être traitée avec la dignité de mon rang. » Proculus la regarda, et un instant je vis un éclair de quelque chose qui ressemblait à de la pitié dans ses yeux, non pas pour sa souffrance, mais pour son illusion. « Votre rang ?» dit doucement Proculus. « Regardez-vous. » La reine baissa les yeux. Ses robes étaient déchirées, révélant une peau meurtrie. Ses cheveux étaient un désordre emmêlé. Ses mains étaient toujours tachées du sang d'Antoine. Elle avait l'air sauvage, désespérée et complètement vaincue. En contraste, Proculus se tenait vanteux dans son armure polie, l'incarnation de l'ordre romain. La différence visuelle fut un coup physique. L'Orient barbare contre l'Occident civilisé, voilà l'image qu'Octave voulait montrer au monde. « Vous êtes pour la prisonnière de Rome », déclara Proculus, « et vous resterez en vie jusqu'à ce que César en décide autrement. » Il fit signe à ses hommes. 2 soldats saisirent Cléopâtre par les bras. Elle ne se battit plus physiquement, elle savait qu'elle était dépassée. Au lieu de cela, elle se battit avec son esprit. Elle planta ses pieds, les forçant à la traîner. « Hélénie !» cria-t-elle, ses yeux cherchant frénétiquement dans la pièce jusqu'à ce qu'il me trouve. Le soldat balafré me traînait vers la porte, loin d'elle. Je me tordis dans sa prise, tendant la main. « Ma reine !» sanglotai-je. Le temps sembla s'arrêter pendant un battement de cœur. Les yeux de Cléopâtre se fixèrent sur les miens. Ils étaient grands, remplis d'un mélange de terreur et d'un ordre féroce et ardent. Dans ce regard, elle ne voyait pas seulement une servante, elle voyait un témoin. « Souviens-toi de cela », ses yeux semblaient dire. Protester, dire « Ne détourne pas le regard ». « Vous ne me prendrez pas vivante à Rome » hurla-t-elle, sa voix résonnant sur les murs de pierre, rebondissant dans le couloir où les soldats la traînaient rente. « Vous pouvez prendre mon corps, mais vous ne m'aurez jamais. Tuez-moi maintenant !» Ses cris n'étaient pas d'hystérie, mais de défi. Elle implorait la mort comme si c'était un amant, préférant l'étreinte froide de la tombe aux chaînes chaudes d'Octave. Les soldats rirent. L'un d'eux la frappa au visage pour la faire taire. Sa tête se renversa, mais elle ne cessa pas de se débattre. « Avance !» Le soldat balafré me poussa à travers l'embrasure de la porte. L'air frais de la nuit dans la cour me frappa, un contraste saisissant avec la tombe. Mais ça ne sentait pas la liberté. Ça sentait la cendre. Je regardai une dernière fois en arrière. Je vis la reine d'Égypte être traînée dans les escaliers comme un sac de céréales, ses sandales dorées raclant inutilement contre la pierre. Les lourdes portes en bois du mausolée claquèrent, scellant Antoine à l'intérieur avec le silence. Nous étions dehors maintenant. Les renards étaient entrés dans le poulailler et le massacre avait commencé. Mais ils n'avaient pas tué l'oiseau, ils lui avaient coupé les ailes. Je serrai la fiole dans ma manche, sentant sa surface dure et froide contre mon poignet.
Je pleurais, des larmes coulaient sur mon visage, brouillant les torches des gardes romains entraînés de feu. Mais sous les larmes, une froide résolution se formait, durcissant comme l'argile dans ma main. J'étais un témoin, et je garderais les yeux ouverts. Le soleil se leva sur Alexandrie le 2e jour d'août, mais il n'apporta pas de lumière. Il ne fit que rendre visible notre ruine. Nous avions été déplacés de la tombe en pierre au palais des Ptolémées. Pour quiconque regardait de l'extérieur, c'était un retour à la splendeur. Les sols étaient pavés d'albâtre qui rafraîchissaient les pieds, les murs étaient peints de scènes de l'abondance du Nil, et l'air était parfumé de cèdre et de jasmin. Mais une cage, peu importe combien vous la recouvrez d'or, reste une cage. Je me tenais devant les lourdes doubles portes de la chambre de la reine, tenant un plateau d'argent, de figues et contredantes et de vin, coupé d'eau. Je suis Hélénie, le fantôme dans le couloir, la fille dont les mains tremblent si fort que les tasses cliquettent contre le métal. « Halte !» aboya une voix. C'était un nouveau garde. Il était jeune, son visage sans cicatrice, mais ses yeux avaient la même indifférence morne que les autres. Il ne me regardait pas, il me regardait à travers. Les bras écartés, commanda-t-il. C'était le nouveau rituel. Le rituel du matin, le rituel du soir, le rituel de chaque fois que j'entrais ou sortais d'une pièce. Je posai le plateau sur une petite table en cèdre et levai les bras. La fouille ne fut pas rapide. Elle fut lente, délibérée et humiliante. Ses mains palpèrent dans ma tunique, s'attardant sur la ceinture, vérifiant l'ourlet, palpant l'épaisseur de mes cheveux. Ils cherchaient du métal, du verre, tout ce qui pouvait couper. Je retins mon souffle, mon cœur battant la chamade contre la petite fiole d'argile que j'avais toujours cachée dans le pli profond de ma manche cousue dans la doublure maintenant. Il ne la vit pas. Il cherchait des poignards, pas des poudres. « Propre !» grogna-t-il, me poussant vers la porte. « Va !» et dit à la sorcière de manger. César n'aime pas le gaspillage. Je pris le plateau et entrai. La pièce était vaste, une chambre digne d'une déesse, mais elle avait été dépouillée. Les lourdes statues de bronze qui pouvaient sans être renversées avaient disparu. Les cordons de soie qui retenaient les rideaux avaient été coupés, laissant les rideaux pendre mous et informes. Cléopâtre se tenait près de la fenêtre. C'était une étroite ouverture en hauteur, offrant un aperçu du grand port. Elle portait toujours les robes déchirées de la tombe, bien que quelqu'un ait essayé de nettoyer le sang de l'ourlet. « Ma reine !» murmurai-je. Elle se retourna. Le feu que j'avais vu dans la tombe, ce défi désespéré et hurlant, s'était refroidi en quelque chose de plus dur, comme l'obsidienne, mais elle semblait plus petite ici. Dans l'immensité du palais, sans sa cour, sans ses généraux, elle n'était qu'une femme debout dans une pièce trop grande pour son chagrin. Iras et Charmian étaient là, assises sur de petites tabourets. Elles ressemblaient à des statues de deuil. Les yeux de Charmian étaient cernés de rouge, gonflés et fermés. « Ils ont pris le couteau à fruits, dit Iras à voix plate. Nous devons éplucher les figues avec nos doigts. Je posai le plateau. J'ai apporté de l'eau, Majesté, et du pain. » Cléopâtre regarda la nourriture avec répulsion. « L'ont-ils goûté, Hélénie ? Ont-ils vérifié le poison ? » ?»« Oui, Majesté. Alors, ils m'ont même enlevé ce choix. » murmura-t-elle. Elle se dirigea vers la coiffeuse. Elle était vide. Les miroirs d'argent, les lourds peignes, les épingles à bijoux, tout avait disparu. Soudain, les portes s'ouvrirent sans frapper. Il n'y eut d'aucune annonce, aucun « faites place à la reine », juste l'intrusion de bottes sur le marbre. Un homme entra. Il n'était pas comme le brutal Proculus ou le soldat balafré de la tombe. Il était plus âgé, portant une toge drapée avec l'élégance désinvolte d'un politicien romain, bien qu'une épée pendît à sa hanche. Il avait un visage qui aurait pu être beau, sans la cruauté gravée autour de sa bouche. C'était Cornelius Gallus, un poète, disait-on, un homme de mots. Mais dans ses yeux, je ne voyais que des chiffres. « Bonjour Cléopâtre », dit-il, utilisant son nom sans titre. C'était un léger calculé, la dépouillant de sa divinité d'un seul mot. Cléopâtre redressa sa colonne vertébrale. Même en haillon, elle invoqua le fantôme de son pouvoir. « Vous entrez sans permission. » Gallus sourit, une expression fine et tendue. « La permission est un luxe pour les libres. Je suis ici pour assurer votre confort et pour récupérer de la contrebande. » Il claqua des doigts. 2 gardes s'avancèrent. Ils n'approchèrent pas les meubles, ils approchèrent la reine. « Nous avons des rapports, dit doucement Gallus, selon lesquels vous possédez encore des objets qui pourraient être dangereux pour votre santé. César est très préoccupé par votre sécurité.
« Je n'ai rien, dit Cléopâtre, le menton haut. Vos chiens ont tout pris. »« Pas tout. » Gallus pointa un doigt vers sa tête. « Les épingles fencing à cheveux, en or, assez tranchantes pour percer une veine si l'on est assez désespéré. » Je haletai. Les épingles retenaient Vendin ses cheveux, le dernier semblant de sa dignité royale. Les prendre, c'était la déshabiller. « Ce ne sont que des épingles, dit-elle, sa voix tremblante de rage contenue. « Prenez-les, ordonna Gallus. Les gardes s'avancèrent. Cléopâtre tressaillit lorsque des mains rugueuses atteignirent sa tête. Je voulais crier, leur jeter le plateau, mais je restai figé. Ils retirèrent les longues épingles dorées de ses lourds cheveux foncés, une par une. À chaque épingle retirée, immortile Bélévençance, une partie d'elle semblait s'effondrer. Ses cheveux, lissaux non lavés et emmêlés, tombèrent autour de ses épaules en un rideau chaotique. Ils ne s'arrêtèrent pas là. Ils vérifièrent la grave de sa tunique. Ils la firent soulever ses sandales pour vérifier les semelles. Ils traitèrent son corps non pas comme un temple, mais comme une scène de crime. Quand ils eurent terminé, Gallus tint la poignée d'épingles en or, les pesant dans sa paume. « Beaucoup plus sûr, dit-il. Maintenant, passons à la question de vos enfants. » L'air de la pièce disparut. Cléopâtre fit un pas en avant, ses mains serrant l'air vide où se trouvait autrefois son poignard. « Où sont-ils » demanda-t-elle. « Où est Césarion ?» Gallus s'approcha, envahissant son espace personnel. « Ils sont à proximité. Césarion est un charmant garçon, très semblable à son père. Ce serait une tragédie si les péchés de la mère devaient craindre et visiter le fils. Vous avez promis leur sécurité son... siffla-t-elle. La sécurité est conditionnelle, répondit Gallus, sa voix baissant en un murmure qui porta à travers la pièce silencieuse. La coopération achète la sécurité, la défiance achète des accidents. Mangez votre nourriture, Cléopâtre, gardez vos forces. Vous avez un long voyage devant vous. Il se retourna et partit, les gardes le suivant. La porte claqua et le verrou s'enclencha, un son de finalité. Cléopâtre se tenait, tremblante. L'humiliation de la fouille avait été douloureuse, mais la mention de Césarion fut la véritable lame. Elle s'effondra sur le sol, non pas sur le canapé, mais sur l'albâtre froid. « Il sait, » murmura-t-elle à Hira. « Il sait que c'est le seul moyen de me retenir. » La journée s'étira dans un silence suffocant. Les gardes devant la porte changeaient en deux quarts, le cliquetis des armures marquant les heures. Nous étions dans une bulle d'immobilité, isolés du monde. Mais alors que le soleil commençait à se coucher, peignant la pièce de violet meurtri et de rouge sang, le palais commença à se réveiller. L'acoustique du palais ptolémaïque était légendaire. Les murs étaient déconçus pour porter les murmures des conspirateurs et la musique des festins. Maintenant, ces murs devinrent des instruments de torture. Je débarrassai la nourriture intacte quand je l'ai vue. Cléopâtre se figea. Sa tête pencha sur le côté. Ses yeux s'écarquillèrent. « Entendez-vous cela » murmura-t-elle. J'écoutai. Au début, il n'y avait que le vent. Puis, dérivant à travers les hautes gaines de ventilation, vint un son si faible qu'il aurait pu être un souvenir. Des rires d'enfants aigus. « C'est Alexandre, dit Cléopâtre, sa voix brisée. Et c'est l'aîné. » Elle se précipita vers le mur le plus proche du couloir. Elle pressa son visage contre la pierre froide, ses mains écartées, comme si elle essayait de traverser la roche solide. « Je les entends, sanglota-t-elle. Ils jouent, ils sont juste là. » Je me rapprochai. Je pouvais l'entendre aussi, le faible son d'une balle qui rebondit, le cri d'une fille, et puis la voix distincte et pleurante d'un enfant plus jeune. Ptolémée, le petit. « Maman !» La voix était étouffée, distante, déformée par la pierre, mais c'était lui. « Je suis là !» cria Cléopâtre au mur. « Ptolémée, je suis là !» Elle frappa la pierre avec ses poings. « Répondez-moi, je suis là !» Mais les murs ne répondirent pas. Les rires continuèrent, indifférents à ses cris. C'était assez proche pour entendre la joie dans leur voix, assez proche pour savoir qu'ils étaient vivants, mais séparés par 5 pieds-membres de calcaire qui auraient tout aussi bien pu être un océan. « Pourquoi ne viennent-ils pas à la porte ?» pleura-t-elle, glissant le long du mur jusqu'à ce qu'elle soit recroquevillée en boule à la base. « Pourquoi les gardent-ils là ?» Je réalisai alors la cruauté du plan. Octave ne les avait pas seulement séparés, il les avait placés juste hors de portée. Il voulait qu'elle les entende. Il voulait qu'elle sache que pendant qu'elle pourrissait dans cette cage, la vie continuait sans elle. Il voulait qu'elle ressente la proximité de son cœur, seulement pour réaliser qu'elle n'avait pas de main pour le tenir. Je regardais la reine des rois, la femme qui avait commandé des armées. Elle se griffait la pierre avec ses ongles, pleurant doucement,
murmurant des noms dans le mortier. « Laissez-moi les voir, supplia-t-elle la pièce vide. Juste un instant, juste pour savoir qu'ils sont réels. » Mais la seule réponse fut le son lointain des rires, alors que les enfants étaient emmenés le long du couloir, laissant la pièce dans un silence plus fort que n'importe quel cri. Je me tenais dans l'ombre, serrant mes propres bras, sentant le poids fantôme de la fiole dans ma manche. Je regardais la reine, dépouillée de sa couronne, dépouillée de ses épingles, dépouillée de sa dignité, et maintenant dépouillée de sa raison. Ce n'était pas une prison, c'était une roue de brisure, et le tourment ne faisait que commencer. Le 4e jour d'août commença non pas par le cliquetis des épées, mais par le grattement d'un stylet sur de la cire. Le silence qui s'était installé dans la chambre après que les rires des enfants eurent un cessé fut brisé par un frappement poli et rythmique. Avant même que je ne puisse bouger vers la porte, elle fut poussée. Ce n'étaient pas des soldats. Ils ne portaient pas la lorica, segmentata, ni les lourds boucliers des légions. Ces hommes portaient de simples tuniques, leurs mains tachées d'encre et de craie. Leurs ceintures étaient ornées non pas de gladis, mais de règles à mesurer, de rouleaux de cordes nouées et d'étriers. Ils étaient 3. À leur tête se trouvait un homme nommé Atticus. Il était grand, émacié, avec des yeux qui regardèrent le monde comme un problème de géométrie attendant d'être résolu. Il ne regardait pas Cléopâtre comme un homme regarde une femme, ni même comme un sujet regarde un souverain, il la regardait comme un charpentier regarde une pile de bois. « Lumière !» commanda Atticus, claquant des doigts vers ses assistants. Ils poussèrent les lourds meubles de côté, dégageant le centre de la pièce. Ils installèrent un trépied avec un fil à plomb suspendu. Cléopâtre était assise sur le bord de son lit, le dos raide. Elle me regarda, la confusion luttant contre son épuisement. « Qui sont ces hommes, Hélénie ? Sont-ils des bourreaux ? » Je ne savais pas. Mais quand Atticus se tourna vers elle, tenant une longue bande de cuir marqué, la peur dans mon estomac se transforma en quelque chose de plus froid. « Levez-vous, dit Atticus. Sa voix était sèche, dénuée de malice, dénuée de tout sentiment humain. La reine ne bougea pas. « Je suis Cléopâtre Philopator. Vous vous adresserez à moi comme... Levez-vous. » Il ne cria pas. Il le déclara simplement comme une étape nécessaire dans un processus. 2 gardes près de la porte firent un pas en avant, leurs mains sur leurs poignets. Cléopâtre se leva. Elle lissa les plis de sa robe de lin déchirée. Elle releva le menton, invoquant la dignité de 50 générations de Ptolémée. Atticus fit un signe de tête à son assistant, un jeune homme avec un tic nerveux nommé Lucius, qui tenait une tablette de cire et un stylet en bronze. « Auteur !» marmonna Atticus. Il s'approcha de la reine, entrant dans son espace personnel sans la moindre hésitation. Il plaça la tige contre son dos, la forçant à se redresser. 5 pieds, 2 pouces, notez cela. La plateforme devra être surélevée de 3 coups d'air pour que la foule des rangs du fond puisse la voir clairement. La foule. Le mot planait dans l'air comme une vapeur empoisonnée. Envergure, interrompt continua Atticus. Il saisit le poignet de Cléopâtre. Ses doigts étaient errants et rugueux, calleux. Il leva son bras sur le côté. Elle résista, ses muscles se bloquant. Détendez le membre, soupira Atticus comme s'il avait affaire à une charnière de porte récalcitrante. Si vous vous battez, les mesures d'eau seront fausses et les fers irriteront. César préfère que la marchandise arrive intacte. Il lui tira les bras, mesurant de bout de doigt à bout de doigt. La reine se tenait au centre de la pièce, les bras écartés dans une pseudo-crucifixion. « Largeur d'épaule » cria Atticus. « Circonférence du cou. » Il prit une boucle de corde et l'enroula autour de sa gorge. Je haletais, ma main volant à ma bouche. Je pensais qu'il allait l'étrangler. Je pensais que c'était la fin. Mais il ne fit que l'attendre, vérifiant la taille, son pouce reposant négligemment contre son pouls. « Mince, marmonna-t-il à Lucius. Le collier de fer standard sera trop lâche. Ça aura l'air comique. Nous avons besoin d'un moulage sur mesure, en bronze peut-être doré. Il faut qu'il capte le soleil quand elle remontera la Via Sacra. » Il parlait trop du triomphe. J'avais entendu des histoires des triomphes romains. C'était le cœur de la cruauté de l'Empire. Une parade d'or volé, de bêtes exotiques et de rois conquis, marchant sous la chaleur étouffante de Rome jusqu'au temple de Jupiter. Et à la fin de la marche, tandis que la foule acclamait et que le général offrait un taureau aux dieux, le chef ennemi était traditionnellement étranglé dans l'obscurité de la prison du Tullianum. « Taille !» ordonna Atticus. Il enroula le ruban autour de sa taille. Elle a perdu du poids. Les chaînes devront être ajustables. Si elle se prive encore de nourriture pendant le voyage, nous ne voulons pas que les menottes glissent. Cléopâtre était ailleurs.
Je pouvais le voir dans ses yeux. Le feu avait disparu, remplacé par un regard vitreux et vide. Elle s'était transformée en pierre. S'ils allaient tant la traiter comme une statue, elle en deviendrait une. Elle fixait un point sur le mur, sans ciller, pendant que ces hommes la touchaient, la tournaient et discutaient de la mécanique de son humiliation. « Et la foulée ?» demanda Lucius, levant les yeux de sa tablette. « Les chaînes aux chevilles, quelle longueur ?» Atticus regarda les jambes de Cléopâtre. « Petit pas. Cela implique la soumission. 30 cm de chaîne entre les chevilles. Assez pour marcher, pas assez pour courir. Et cela crée un son agréable. Cliquetis, traînement. Cliquetis, traînement. La foule adore ce son. » Ils passèrent des heures dans la pièce. Ils revinrent le lendemain et le jour d'après. Ce fut une torture lente et bureaucratique. Le 5e jour, ils apportèrent des croquis. Ils ne les montrèrent pas à la reine, ils les posèrent faute sur la table en discutant comme si elle était sourde. Je jetai un coup d'œil aux tablettes de cire. C'était en soi des dessins d'une cage. Une structure en bois, ouverte de tous les côtés, montée sur un chariot. À l'intérieur du dessin, une petite silhouette d'homme se tenait, les mains tendues en supplication. « La structure doit être solide », expliqua Atticus au garde. « Le voyage à Rome est long, l'air salin, les mers agitées. Nous la construisons maintenant dans le port. Nous devons nous assurer qu'elle rentre à l'intérieur avec les... accessoires. »« Accessoires » demanda le garde. « L'effigie » répondit Atticus. « Si elle meurt avant la parade, nous avons une statue de cire en commande. Mais César veut la femme vivante, le trophée qui respire. La cage est conçue pour la forcer à se tenir debout. Pas de position assise, pas de cachette. Le peuple de Rome doit voir la sorcière qui a séduit leur général. » Je regardais Cléopâtre. Elle se tenait près de la fenêtre, le dos tourné. Ses épaules tremblaient, dont une vibration si légère qu'elle était presque invisible. « Et les enfants ?» demanda Lucius. « Les mesurons-nous ?»« Demain, dit Atticus. Césarion est grand pour son âge, il marchera derrière elle. Les jumeaux sont plus petits. Ils pourraient enfin devoir être portés dans une litière séparée si la chaleur est trop forte. Nous ne voulons pas qu'ils s'évanouissent avant le lieu d'exécution. » Lieu d'exécution. Ils le dirent si naturellement, comme s'ils discutaient en du temps. Quand ils rangèrent enfin leurs outils, le soir du 6e jour, le soleil se couchait, projetant de longues ombres sanglantes sur le sol d'albâtre. « Nous avons ce qu'il nous faut », annonça Atticus. Il regarda Cléopâtre une dernière fois, non pas avec pitié, mais avec une satisfaction professionnelle. « La structure sera prête pour votre départ dans 3 jours. Essayez de manger, égyptienne. Une prisonnière affamée ressemble à une victime. César veut que vous ressembliez à un monstre que nous avons dompté. » Ils partirent, la porte se referma d'un clic, le verrou tourna. Le silence revint en hâte, mais il était différent maintenant. Ce n'était plus le silence de l'isolement. C'était le silence d'une tombe mesurée pour un cercueil. Cléopâtre resta longtemps au centre de la pièce. Elle ne bougea pas. Elle ne scia pas. « Majesté » murmurai-je, sortant des ombres. Elle se retourna lentement. Son visage était pâle, sa peau ressemblant à la cire des tablettes qu'ils avaient utilisées pour enregistrer ses dimensions. « Ils ont mesuré mon cou, Hélénie, murmura-t-elle. Sa voix était mince, cassante comme du papyrus séché. « Pour le collier. » Elle fit un pas vers moi et trébucha. Je courus vers elle, la rattrapant avant qu'elle ne touche le sol. Nous nous écroulâmes ensemble sur la pierre froide. Pour la première fois depuis la mort d'Antoine, elle ne cria pas. Elle ne ragea pas. Elle s'effondra simplement. Elle enfouit son visage dans mon épaule, ses doigts s'enfonçant dans ma tunique, me serrant comme si j'étais la seule chose solide dans un monde en dissolution. « Ils le construisent », sanglota-t-elle, les mots étouffés contre ma poitrine. J'ai vu le dessin. Une cage en bois sur roulette. Je la tins. Moi, une esclave tenant le pharaon d'Égypte. Il n'y avait plus de protocole. Il n'y avait que la terreur. « Ils me traîneront dans les rues », pleura-t-elle. « Ils me jetteront des fruits. Ils cracheront. Et mes enfants, mes beaux enfants, ils marcheront derrière moi et verront leur mère être un chien en laisse. » Son corps fut secoué de violents tremblements. C'était le tremblement d'un animal qui réalise que le piège n'a pas d'issue. « Je ne peux pas le faire, haleta-t-elle, levant la tête pour me regarder. Ses yeux étaient pondés rouges, sauvages, suppliants. « Je ne peux pas être cette chose dans la cage, je ne peux pas les laisser me voir comme ça. Pas après avoir été une déesse. » Elle me saisit les bras, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. « Ils pensent qu'ils ont gagné parce qu'ils ont pris mon poignard, siffla-t-elle, une clarté soudaine et terrifiante revenant dans son regard. Ils pensent
qu'ils possèdent mon corps parce qu'ils l'ont mesuré, mais ils ont oublié une chose, Hélénie. »« Quoi, madame ?» demandai-je, mes larmes se mêlant à la poussière sur sa joue. « Ils ont mesuré une prisonnière, dit-elle, sa voix baissant en un murmure mortel. Ils n'ont pas mesuré une âme. » Elle s'éloigna de moi, s'essuyant le visage du revers de la main. La vulnérabilité était à nouveau emmurée, brique par brique, mais l'humiliation des 3 derniers jours l'avait d'eau changé. L'espoir de négociation était parti. L'illusion de survie était partie. « Ils construisent une cage, dit-elle à la pièce vide. Mais ils la trouveront vide. » Le 7e jour d'août apporta un silence plus profond que la tombe que nous avions laissée derrière nous. Pendant 3 jours, aucune nourriture n'avait passé les lèvres de la reine. Les plateaux d'argent apportés par les gardes s'empila, tourna près de la porte, un monument à la pourriture. Les figues brunirent et ramollirent, laissant couler leur jus collant sur l'argent. Le pain devint rassis et dur comme de la pierre. Le vin tourna au vinaigre sous la chaleur. L'odeur de luxe gâté emplissait la pièce, une senteur douceâtre et nauséabonde de décomposition qui s'accrochait au fond de la gorge. Cléopâtre était assise au centre de la pièce sur un tabouret bas. Elle avait cessé de bouger. Elle avait cessé de faire les 100 pas. Elle avait même cessé de regarder la fenêtre d'où s'étaient autrefois échappés les rires des enfants. Elle se retirait du monde, cellule par cellule. Sa peau, autrefois couleur de miel et huilée de myrrhe, était maintenant parcheminée et grise. Ses lèvres taillaient gercées. Moi, Hélénie, était assise à ses pieds, mouillant un linge pour tamponner son front. Elle brûlait de la fièvre de la famine, et pourtant ses mains étaient bien froides comme de la glace. « Majesté, murmurai-je, tenant une tasse d'eau, juste une gorgée, s'il vous plaît. » Elle n'ouvrit pas les yeux. « Laisse-moi partir, Hélénie, c'est la seule voix qui reste. » Les gardes étaient bons nerveux. Je pouvais entendre leurs murmures à travers la porte. Ils étaient terrifiés. Si Cléopâtre mourait de faim, il n'y aurait pas de triomphe, il n'y aurait pas de trophée vivant pour Octave. Leurs ordres étaient de la garder en vie, et ils échouaient face à une arme qu'ils ne pouvaient pas confisquer, sa propre volonté. Vers la 3e heure, le lourd verrou de la porte glissa avec une violence qui me fit sursauter. Ce n'étaient pas les architectes, ce n'étaient pas les serviteurs avec plus de nourriture indésirable. Une phalange de soldats entra, leurs armures cliquetant. Ils ne regardèrent pas la reine. Ils formèrent 2 lignes, créant un couloir de la porte au centre de la pièce. Ils se tenaient au garde à vous, les mains sur leurs gladis, les visages comme de la pierre. Puis une silhouette passa entre nous. Il avait 17 ans, à l'aube de l'âge adulte, mais à ce moment-là, il ressemblait à un enfant effrayé. Il était grand, avec le nez pointu et aristocratique de la lignée julienne et les yeux sombres et expressifs des Ptolémées. Il portait une tunique romaine, mais elle pendait lâchement sur sa silhouette, comme s'il avait rétréci à l'intérieur. C'était Césarion, Ptolémédine, le roi des rois, le fils de Jules César. Les yeux de Cléopâtre s'ouvrirent en grand. La léthargie de la famine disparut en un battement de cœur. Elle essaya de se lever, ses jambes tremblant sous son poids, mais elle trébucha. « Césarion !» Sa voix était un râle, un son brisé. Elle tendit la main, ses doigts griffant l'air. Le garçon fit un pas en avant, son visage tordu d'angoisse. « Mère !» Il s'élança vers elle, mais une main lourde se posa sur son épaule. C'était le capitaine de la garde, un homme aux yeux d'acier. Il retint le garçon juste hors de portée. « Pas de contact !» aboya le capitaine. « Parlez, c'est tout !» Césarion se figea. Il regarda la main sur son épaule, puis les soldats alignés dans la pièce. Il comprit parfaitement la géométrie du piège. Il n'était pas là en tant que fils, il était là en tant que levier. Cléopâtre se laissa retomber sur son tabouret, la poitrine haletante. « Que vous ont-ils fait ? Êtes-vous blessé ? » ?»« Je vais bien, mère, » dit Césarion. Sa voix était ferme, mais j'y entendais la répétition. J'entendais le texte qu'il avait été forcé de mémoriser. « Il me traite avec respect, comme il convient au fils de mon père. » Il regarda la nourriture pourrie près de la porte, puis le visage émacié de sa mère. Des larmes commencèrent à s'accumuler dans ses yeux sombres, débordant pour laisser des traces dans la poussière sur ses joues. « Mère, s'il te plaît, » dit-il, et le texte se brisa. La répétition s'effondra, ne laissant que la terreur brute. Ils m'ont dit que vous mourriez. Ils m'ont dit que vous refusiez de manger. « Je ne peux pas vivre dans une cage, mon cœur, » murmura-t-elle. « Je ne peux pas les laisser nous transformer en monstres pour leur amusement. Mais si vous mourrez, » la voix de Césarion se brisa. Il fit un pas de plus, ignorant la prise du garde qui se resserrait sur son épaule. « Si vous mourrez, ils ont dit... »
Ils ont dit qu'il n'y a aucune raison pour que je reste à Alexandrie. Ils ont dit que ma sécurité dépend de votre coopération. » Le silence qui suivit fut absolu. C'était l'échec et mat. Octave ne menaçait pas seulement de le tuer. Il mettait le fardeau de sa survie directement sur les épaules de Cléopâtre. Si elle se laissait mourir de faim pour sauver sa dignité, elle signait l'arrêt de mort de son fils. Sa mort ne serait pas un noble sacrifice. Ce serait le meurtre de son premier-né. Cléopâtre le regarda. Elle regarda le fils qu'elle avait porté à l'homme le plus grand du monde, le garçon qu'elle avait rêvé unirait l'Orient et l'Occident. Maintenant, il n'était qu'un otage terrifié, suppliant sa mère de vivre pour qu'il puisse respirer un jour de plus. Le combat la quitta. Il n'explosa pas, il s'évapora. Ses épaules s'affaissèrent. La lumière féroce dans ses yeux s'éteignit en une acceptation plate et morte. « Hélénie, dit-elle. » Sa voix était méconnaissable. « Apporte la nourriture. » Je me levai en hâte. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir le bol. Je trouvai un bol de bouillie de céréales encore tiède, apporté par le dernier quart. Je pris une cuillère. Je m'agenouillai à ses côtés. Les gardes ne partirent pas. Ils regardaient, ils comptaient, ils avaient dans ses besoin de témoigner de la reddition. Césarion se tenait là, la poitrine haletante, observant sa mère. Je plongeai la cuillère dans la bouillie. « Ouvre, madame, murmurai-je, les larmes brouillant ma vision. » Cléopâtre ouvrit la bouche. C'était l'action d'un oiseau nouveau-né, aveugle et impuissant. Je plaçai la cuillère entre ses lèvres. Elle déglutit. Le son de sa déglutition résonna fort dans la pièce silencieuse. Une. Le capitaine de la garde hocha légèrement la tête. Je replongeai la cuillère. Mes larmes tombèrent, chaudes et salées, atterrissant dans la bouillie. Je nourrissais son humiliation. Je nourrissais sa défaite. À chaque cuillerée, je la maintenais en vie pour la cage qu'ils avaient déconstruite. 2. Elle mangeait mécaniquement. Ses yeux ne quittèrent jamais le visage de Césarion. Elle le mémorisait. Elle s'imprégnait de la courbe de sa mâchoire, de la boucle de ses cheveux, de la façon dont ses mains se serraient sur ses tricotés. Elle mangeait pour éloigner l'épée de son cou. « Bien, » murmura Césarion, sa voix tremblante. « S'il te plaît, mère, mange, pour moi. » Je la nourrissais jusqu'à ce que le bol soit à moitié vide. Elle ne bâillonna pas, elle ne pleura pas. Elle absorba simplement la nourriture comme un prisonnier absorbe une sentence. « Assez !» aboya le capitaine. Il tira Césarion en arrière. « L'accord est respecté. »« Attendez !» cria Cléopâtre, la cuillère cliquetant sur le sol alors qu'elle tendait dans la main. « Laissez-moi le tenir, juste un instant. » « Ce n'était pas dans l'accord, » dit froidement le capitaine. Il fit pivoter le garçon. « Mère !» cria Césarion, se tordant dans la prise du garde. Il regarda par-dessus son épaule, ses yeux grands ouverts de panique et d'amour. « Je vous aime, je serai courageux. »« Césarion !» Ils l'entraînèrent porte dehors. La porte claqua, le verrou se referma. Cléopâtre resta figée, sa main toujours tendue vers l'espace vide où son fils s'était tenu. La pièce devint soudain vaste, vide et terrifiante de silence. Elle regarda le bol de bouillie à moitié mangé sur le sol. Elle me regarda, ses yeux creux. « Il est plus maigre, » murmura-t-elle. « Avez-vous vu Hélénie ? Ses poignets, ils sont si minces. »« Il est vivant, Majesté, boyechondange, ma voix lourde de chagrin. Vous l'avez sauvé aujourd'hui. »« Je lui ai acheté du temps, » corrigea-t-elle. Elle essuya une miette de céréales de sa lèvre, un geste d'une terrible finalité. « J'ai vendu ma mort pour lui acheter des jours. Mais avez-vous vu ses yeux, Hélénie ?» Elle se tourna vers moi, et le regard sur son visage me glaça le sang. Ce n'était pas le regard d'une femme qui avait de l'espoir, c'était le regard d'une femme qui avait vu la vérité. « Il sait tuer, dit-elle doucement. Il sait qu'il marche vers sa tombe. Il voulait juste dire au revoir. » Elle prit le bol elle-même. Ses mains étaient stables maintenant, non pas avec force, mais avec le calme terrifiant de quelqu'un qui n'a plus de choix. Elle porta le bol à ses lèvres et but le reste de la bouillie, la mixture et les larmes et tout le reste. Elle ne mangeait plus pour vivre. Elle mangeait pour avoir la force de terminer ce qui devait être fait. Les gardes dehors se détendirent. Je pouvais entendre leur rire revenir. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient que la reine était brisée, que la grève de la faim était un caprice qui était passé. Mais j'étais assise sur le sol froid, observant la femme qui avait jadis été une déesse lécher la cuillère, et je connaissais la vérité. Ils n'avaient pas brisé sa volonté de mourir. Ils l'avaient seulement forcée à changer de méthode.
Elle ne mourrait pas de faim. C'était trop lent. Cela mettait le garçon en danger. Elle avait besoin de quelque chose de plus rapide, quelque chose d'immédiat, quelque chose qui ne pouvait être arrêté une fois commencé. « Débarrasse le plateau, Hélénie, dit-elle, sa voix morte, et apporte-moi de l'eau fraîche. Nous devons nous préparer pour le visiteur. »« Visiteur, Majesté ?»« Octave, dit-elle. Il viendra maintenant. Maintenant, qu'il pense que je suis à genoux. » Le 8e jour d'août amena l'architecte de notre ruine à la porte. Il ne vint pas avec le fracas des trompettes ou la marche des légions. Il vint avec le silence d'un givre rampant. Les gardes dehors redressèrent dans leurs tuniques leurs plaisanteries grossières habituelles mourant dans leur gorge. Le lourd verrou glissa en arrière, non pas avec un claquement, mais avec un léger bruissement respectueux. « César est là !» annonça une voix. Moi, Hélénie, je frottais le sol près du balcon, essayant d'enlever une tache de vin renversée qui ressemblait trop à du sang. À l'annonce, je me figeai. La reine était assise sur son canapé, vêtue d'une robe fraîche de lin blanc, la seule chose propre restante dans la pièce. Elle s'était elle-même brossé les cheveux, les tirant simplement en arrière, sans les épingles en or qu'ils avaient endavolées. Elle me regarda, ses yeux sombres et illisibles. « Derrière le rideau, Hélénie, sois invisible, mais écoute. » Je me glissai derrière les lourdes draperies qui flanquaient les portes du balcon. Je me pressai dans le coin, trouvant une petite fente dans le tissu où je pouvais voir dans la pièce. Octave entra. J'avais imaginé un géant. J'avais imaginé un monstre avec des crocs, un guerrier marqué par la bataille, comme Antoine. Mais l'homme qui entra dans la pièce était terrifiant par son ordinaire. Il était jeune, à peine 30 ans, avec un teint pâle et maladif et des cheveux de la couleur de la paille sale. Il n'était pas grand. Il portait une toge de simple laine, drapée avec une modestie précise et calculée. Mais ses yeux, ils étaient de bleu pâle, froids et plats comme une mer d'hiver. C'étaient des yeux qui n'avaient jamais pleuré, jamais ri, jamais s'étaient écarquillés de surprise. C'était dans les yeux d'un homme qui ne voyait pas des gens. Il ne voyait que des obstacles et des atouts. Il renvoya ses gardes d'un mouvement de poignet. Ils reculèrent, laissant la porte légèrement entr'ouverte. « Cléopâtre », dit-il. Sa voix était douce, cultivée, manquant de la cadence rude d'un soldat. C'était la voix du Sénat, raisonnable et mortelle. La reine se leva lentement. Elle ne se tint pas droite comme le pharaon. Elle arrondit ses épaules, baissa la tête. Elle se fit petite. Elle se fit ressembler exactement à ce qu'il voulait revoir, une femme brisée. « César, murmura-t-elle, sa voix tremblante, vous honorez cette prison. »« Ce n'est pas une prison, » corrigea doucement Octave, marchant autour de la pièce, inspectant les meubles comme s'il pensait à les acheter. « C'est une chambre d'amis. Nous assurons simplement votre sécurité jusqu'à ce que nous puissions vous accueillir à Rome. » Il s'arrêta devant elle. Il ne la toucha pas. Il semblait reculer devant le contact physique, comme si son étrangeté était une contagion. « On me dit que vous avez mangé, dit-il. C'est bien, le suicide est désordonné. Cela ne s'y aide pas à une reine de votre stature. »« J'ai mangé pour mon fils, » dit Cléopâtre, levant ses yeux vers les siens pour une fraction de seconde avant de les baisser à nouveau. « J'ai mangé parce que je souhaite vivre. » « Et vous vivrez, Octave sourit. C'était une expression tendue, travaillée, qui n'atteignait pas ses yeux. J'ai une proposition, un moyen d'assurer la prospérité de votre lignée. Je retins mon souffle, c'était le piège. Marchez avec moi à Rome, dit Octave. Marchez dans mon triomphe, non pas enchaîné, je ne suis pas un barbare, mais comme invité d'honneur. Montrez au peuple que l'Égypte accepte l'amitié de Rome. Montrez-leur que la guerre était vraiment finie. Et si je fais cela, demanda Cléopâtre, si j'endure la honte, alors vos enfants restent en sécurité, répondit Octave d'une voix suave. Césarion, c'est un garçon brillant, je vois beaucoup de son père en lui. Ce serait un gâchis de laisser un tel potentiel se flétrir. Si vous coopérez, il sera épargné. Il sera éduqué à Rome, traité comme un prince. Les jumeaux aussi. Ils auront un avenir. Il fit une pause, laissant le silence s'étirer. Mais si vous me privez de ma victoire, si vous vous blessez, alors je ne peux pas les protéger. Le Sénat est impitoyable, Cléopâtre. Ils exigeront du sang pour la guerre que vous avez commencée. Seule mon intervention personnelle peut les sauver. C'était un mensonge. Même moi, une esclave cachée derrière un rideau, je pouvais sentir la pourriture dans ses paroles. Il parlait de miséricorde tout en tenant un couteau à la gorge de ses enfants. Cléopâtre tomba à genoux. C'était une vue choquante, la reine des rois agenouillée devant ce pâle jeune Romain. Elle saisit l'ourlet de sa toge, pleurant. « Je le ferai, Van !» sanglota-t-elle. « Je marcherai, je serai votre trophée. Sauvez-le seulement. Sauvez mon fils. »
Octave la regarda avec une lueur de dégoût, retirant doucement son ourlet. Il la crut. Il vit une femme détruite par le chagrin, s'accrochant à la maternité comme à sa dernière planche de salut. Il vit sa victoire absolue. « Bien, dit-il, nous partons dans 3 jours. Préparez-vous. »« Accorde-moi une seule bonté, Seigneur, pleura Cléopâtre toujours au sol. Laisse-moi visiter Antoine. Laisse-moi verser des libations sur sa tombe une dernière fois avant de quitter l'Égypte pour toujours. Laisse-moi dire adieu à mon passé, afin que je puisse affronter l'avenir que vous m'offrez. » Octave y réfléchit. C'était un homme qui comprenait les symboles. Permettre à une veuve en deuil un dernier rite le ferait paraître magnanime. Cela la garderait calme. « Accordé, en dit-il. Demain, mais sous garde. » Il se retourna et partit sans un regard en arrière. Dès que la porte claqua, les pleurs cessèrent. Cléopâtre se leva. La transformation fut instantanée et terrifiante. La posture brisée disparut. Les larmes séchèrent. Son visage se durcit en un masque de fureur froide. Elle essuya ses mains sur sa robe comme si elle avait touché quelque chose de sale. « L'avez-vous entendu, Hélénie » siffla-t-elle, fixant la porte fermée. « Avez-vous entendu le serpent siffler ?» Je sortis du rideau, tremblante. « Il a promis la sécurité, Majesté. »« Il n'a rien promis, » cracha-t-elle. « Il m'a offert une cage et l'a appelée un palais. Il m'a regardé et a vu une femme stupide. Il ne sait pas que je peux lire les mensonges dans les yeux d'un homme aussi facilement que je lis un rouleau. » Elle commença à faire les 100 pas, l'énergie revenant dans ses membres. « Il ne laissera jamais Césarion vivre, » murmura-t-elle à la pièce vide. « Il ne le peut pas. Césarion est le véritable héritier de Jules César. Octave n'étant qu'un petit-neveu avec un nom volé. Tant que mon fils respire, Octave est un usurpateur. Il sourira, il nous fera défiler, et puis, quand les foules seront rentrées chez elles, il étranglera mon fils dans l'obscurité. » Les 2 jours suivants se passèrent dans une tension étrange et suspendue. Les gardes, croyant que la reine s'était soumise, relâchèrent sur leur vigilance. Ils ne vérifiaient plus les plateaux de nourriture avec la même paranoïa. Ils cessèrent de fouiller mes cheveux chaque fois que j'entrais. Elles nous voyaient quand même comme des femmes vaincues, inoffensives et se préparant pour un voyage. C'était l'erreur sur laquelle Cléopâtre avait misé. Dans la nuit du 10 août, l'air de la chambre était étouffant. La générosité de César avait permis à quelques conforts de revenir. Un panier de linge propre, un pot d'huile, et, posé sur la petite table par un serviteur compatissant qui se souvenait du bon vieux temps, un grand bouquet de lotus bleus. Les gardes avaient aéri des fleurs. « Laissez-les lui, et Brun avait dit l'un. Les funérailles ont besoin de fleurs. » J'arrangeais les fleurs dans un vase quand je sentis quelque chose de rigide caché parmi les tiges humides. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Je regardais la porte. L'ombre du garde était immobile. Il somnolait probablement dans la chaleur. Je le sortis. Ce n'était pas un rouleau, mais une petite bande de papyrus étroitement pliée, enveloppée dans une feuille de lotus pour la garder au sec. Il ne portait aucun sceau. « Majesté, en murmurai-je. » Cléopâtre était près de la fenêtre, observant les étoiles. Elle se retourna et quand elle vit ce que je tenais dans ma main, elle traversa la pièce en 2 enjambées. Elle prit la note. Ses mains ne tremblèrent-elles pas. Elle la déplia près de la lampe. C'était court. Une seule ligne de texte, écrite en grec, d'une main que je ne reconnaissais pas. Peut-être un espion, peut-être un ami dans le propre camp d'Octave, qui avait été acheté avec le dernier de son or caché. Elle la lut. Le silence qui suivit fut différent des autres. Ce n'était pas le silence du chagrin ou de la peur. C'était le silence d'une lame tirée de son fourreau. Elle tint le papyrus au-dessus de la flamme de la lampe. Nous regardâmes le feu courber les bords, réduisant les mots en cendres. « Qu'est-ce qu'il disait, madame ?» demandai-je, ma voix à peine un souffle. Elle regarda la dernière braise mourir avant de me regarder. Ses yeux étaient multiclaires, d'un calme terrifiant. La peur avait disparu. L'hésitation avait disparu. Il confirmait ce que je savais déjà, dit-elle doucement. Césarion devait être envoyé en Inde, m'avait-il dit. Mais les ordres ont déjà été donnés à la cavalerie. Il doit être intercepté sur la route. Il n'atteindra jamais le port. Elle se tourna de nouveau vers la fenêtre, regardant vers l'obscurité où son fils était détenu. « Octave se prend pour un dieu, » murmura-t-elle. « Il pense qu'il peut organiser le monde comme des pièces sur un échiquier. Il pense qu'il peut me faire marcher dans sa parade et ensuite tuer ma lignée pendant que je regarde. » Elle se tourna vers moi et un sourire effleura ses lèvres. Ce n'était pas un sourire joyeux. C'était le sourire d'un pharaon qui a décidé de déclarer la guerre aux dieux eux-mêmes. Il veut un spectacle, Hélénie. Il veut un spectacle pour Rome.
mais il a oublié que je suis la dramaturge de ma propre vie. Elle se dirigea vers le coffre où ses robes de cérémonie, les quelques-unes qui restaient étaient à en garder. « Demain nous irons à la tombe d'Antoine », dit-elle. Sa voix résonnait d'une nouvelle autorité. « Il m'a accordé la permission de dire au revoir, je l'utiliserai. »« Pour dire adieu au général ?» demandai-je. « Non, dit-elle, ses yeux brûlant d'un feu froid et bleu. Pour récupérer la seule chose qui puisse nous sauver. Les gardes sont laxistes. Hélénie, ils pensent qu'ils gardent des moutons. Ils ne savent pas qu'il y a encore d'un cobra dans la pièce. » Elle posa une main sur mon épaule. Sa prise était ferme. « Repose-toi cette nuit, petite. Demain, nous volerons la victoire aux mains de Rome. Demain, nous apprendrons à Octave que certaines choses ne peuvent être enchaînées. » Je regardais le tas de cendres sur la table. Le message était parti, mais sa vérité nous avait engagés sur un chemin sans retour. Le pacte avec le diable était rompu. Le temps de la négociation était révolu. Le temps du serpent était venu. Le 11e jour d'août fut une journée d'une chaleur blanche aveuglante. Le soleil frappait les pavés de calcaire d'Alexandrie, délavant la couleur du monde, mais au fond du cœur de l'arène, une froide et sombre détermination s'était installée. « Nous sommes chyprètes » dit Cléopâtre. La permission d'Octave était arrivée tôt le matin. Il se sentait généreux, l'arrogance d'un homme qui croit avoir déjà gagné. Il permit à la reine d'Égypte de visiter la tombe de son amant tombé, Marc-Antoine sous bonne garde. Il pensait qu'elle allait pleurer, il pensait qu'elle allait dire au revoir. Il ne savait pas qu'elle allait à l'armurerie. Moi, Hélénie, marchais un pas derrière elle alors que nous traversions la cour. Les gardes étaient relâchés, leurs tuniques déboutonnées sous la chaleur, leurs yeux errants. Ils voyaient une femme brisée sous un voile de deuil et une servante portant un panier d'offrandes. Ils ne voyaient pas la tension dans les épaules de la reine. La tombe était silencieuse. L'odeur de la mort était faible maintenant, remplacée par l'odeur de l'encens que nous avions sinon brûlé 10 jours auparavant. Le sang sur le sol avait séché en une tache sombre de couleur rouille. Cléopâtre s'agenouilla devant le sarcophage. Les gardes se tenaient à l'entrée, discutant du jeu de dés qu'ils joueraient un plus tard. Ils lui accordèrent de l'intimité, non par respect, mais par ennui. « Couvre-moi, Hélénie, murmura-t-elle. Je me déplaçai pour bloquer la ligne de vue depuis la porte, faisant semblant d'arranger les fleurs que nous avions apportées. Derrière l'écran de mon corps, Cléopâtre ne pria pas. Elle se déplaça vers le mur arrière de la chambre, vers une petite niche où se tenait une statue d'Osiris. Ses mains, stables comme la pierre, palpèrent la maçonnerie derrière la statue. Il y eut un léger déclic de pierre sur pierre. Elle en sortit non pas une arme et certainement pas un serpent. Les histoires qui seraient racontées plus tard d'un paysan apportant un cobra dans un panier étaient les fantaisies de dramaturges romains qui avaient besoin d'un monstre dramatique pour expliquer une femme dramatique. Un cobra est lourd. Un cobra n'est pas fiable. Un cobra ne mord que lorsqu'il est téléprovoqué et son venin est une agonie de suffocation lente. Cléopâtre était une érudite des poisons. Elle ne confierait jamais sa dignité à un animal effrayé. Ce qu'elle sortit du mur était une petite épingle à cheveux. Elle était creuse, bouchée avec de la cire. À l'intérieur se trouvait un mélange qu'elle avait préparé des mois auparavant, le testant sur des prisonniers condamnés pour en assurer l'efficacité. Un mélange d'aconie, d'opium et de ciguë. Le sommeil, m'avait-elle dit un jour, suivi de l'arrêt du cœur. Elle glissa l'épingle dans ses cheveux. « C'est fait, dit-elle en se levant. » Elle se tourna vers le sarcophage et embrassa la pierre froide. « Attends-moi, Antoine, je ne serai pas longue. » Nous retournâmes au palais en début d'après-midi. La chaleur était étouffante. « J'ai faim, » annonça Cléopâtre aux gardes à sa porte. « Apportez-moi des fruits, des figues, les foncées. » Les gardes sourirent d'un air suffisant. La grève de la faim était vraiment terminée, pensait-il. Un paysan arriva 1 heure plus tard avec un panier de grandes figues mûres recouvertes de feuilles de feuilles de palmier. Le garde, un homme méfiant, nommé Titus, costaud avec un nez cassé à 3 endroits, l'arrêta. « Halte !» grogna Titus. Il souleva les feuilles. Il fouilla les figues avec la pointe de son poignard. Il secoua le panier. « Vérifiez les serpents !» rit son compagnon. « Elle aime les exotiques. » Titus retourna la couche supérieure. Rien que des fruits. Il saisit une figue et la mordit et mâcha bruyamment, le jus coulant sur son menton. « Sucré, laissez passer. » Ils laissèrent passer le panier. Ils se sentaient maintenant malins. Ils avaient recherché le monstre, mais le poison était déjà dans la pièce, tissé dans les cheveux de la reine. Une fois la porte verrouillée, l'atmosphère dans la chambre changea instantanément. L'air de la défaite disparut.
Prépare le bain, Hélénie, commanda Cléopâtre, et apporte le coffre, le rouge. Pendant l'heure qui suivit, la pièce devint un temple. Iras et Charmian, se déplaçant avec la grâce solennelle des prêtresses, remplirent à la baignoire de bronze d'eau et d'huile parfumée, nard, cannelle et myrrhe. Je frottai la peau de la reine, je lavai la poussière de la tombe, je lavai le toucher fantôme du ruban à mesurer de l'architecte. Je lavai les empreintes digitales invisibles d'Octave. Quand elle sortit de l'eau, elle n'était plus la prisonnière. « Habillez-moi, dit-elle. Nous ne la mîmes pas dans les simples tuniques qu'elle avait portées pendant 10 jours. Nous ouvrîmes le coffre rouge. De là, nous sortîmes les insignes de la déesse Isis. La robe était de lin fin, tissée de fils d'or qui captaient la lumière mourante du soleil de l'après-midi. Nous plaçâmes le lourd collier de lapis-lazuli et de cornaline autour de son cou. Nous attachâmes les manchettes d'or battues à ses poignets. Charmian lui peigna les cheveux, les relevèrent haut et plaça le diadème des Ptolémées sur sa tête, le large ruban blanc entrelacé avec l'uréus doré, le cobra dressé qui symbolisait la souveraineté sur la vie et la mort. Elle s'assit sur le canapé doré, une vision d'une beauté terrifiante. Elle avait 39 ans, mais à ce moment-là, elle était intemporelle. Elle était l'Égypte. « Écris », dit-elle à Iras. Iras prit la tablette de cire. Cléopâtre dicta une lettre à Octave. Elle était brève. Elle ne suppliait pas. Elle ne s'excusait pas. Elle demandait simplement à être enterrée côte à côte avec Marc-Antoine. C'était le coup final. En lisant cette demande, Octave saurait qu'il avait perdu. Il saurait qu'elle était morte avant même qu'il ne puisse atteindre la pièce. Lorsque la lettre fut scellée, Cléopâtre se tourna vers moi. « Hélénie. » Je m'avançai, ma vision brouillée par les larmes. « Ma reine. » Elle tendit la main sous le canapé et en sortit une petite boîte en bois de cèdre incrustée de nacre. C'était la boîte que je l'avais vue écrire pendant les longues nuits du siège. « Tu ne boiras pas la coupe ce soir, dit-elle. Mon cœur s'arrêta. « Non, Majesté, je vais où vous allez, je ne peux pas rester ici. »« Tu le dois, dit-elle, sa voix dure comme du diamant. Octave écrira cette histoire si tu ne le fais pas. Il dira que je suis morte de lâcheté, il dira que je suis morte en prostituée. Il fera une statue de moi avec un serpent et la fera défiler, et le monde croira au mensonge. » Elle pressa la boîte dans mes mains. Ici était la vérité. Mais mes journaux, les registres de ce qu'ils nous ont fait, les mesures, les menaces contre Césarion, les 10 jours de torture. Elle me saisit le menton, me forçant à la regarder dans les yeux. « Tu es petite, Hélénie, tu es une ombre. Quand les soldats défonceront cette porte, ce sera le chaos. Ils regarderont l'or, ils regarderont la reine, ils ne regarderont pas la servante qui s'échappe par l'entrée de service. »« Majesté, sanglotai-je. »« Va au port, commanda-t-elle. Il y a un navire marchand, la Stella Maris. Le capitaine me doit une vie. Montre-lui cette bague. » Elle glissa une petite bague sigilière de son doigt et la pressa dans ma paume. « Va, vis. Et un jour, quand Rome ne sera plus que poussière, dis-leur qui j'étais vraiment. » Elle embrassa mon front. C'était une bénédiction et une révocation. « Maintenant, va. Cache-toi dans l'alcôve près de la porte. Attends les cris. » Je me retirai dans l'ombre, serrant la boîte contre ma poitrine, mon cœur se brisant en 1000 éclats. Cléopâtre se tourna vers Iras et Charmian. « Êtes-vous prêtes, mes sœurs ? Nous sommes prêtes, dit Iras, sa voix stable. Cléopâtre retira l'épingle creuse de ses cheveux. Elle brisa le seau de cire. Elle versa le liquide sombre dans un gobelet de vin. Elle le fit doucement tourbillonner. Iras but la première. Elle n'hésita pas. Elle embrassa la main de la reine, s'allongea au pied du canapé, et en quelques instants, sa respiration ralentit. Elle s'endormit, un sommeil paisible et lourd d'où elle ne se réveillerait pas. Puis Cléopâtre leva la coupe. « À la victoire qui ressemble à une défaite, murmura-t-elle. Elle but. Elle ne convulsa pas. Elle ne cria pas. Le poison était un chef-d'œuvre de sa chimie. Elle se contenta de s'allonger sur les coussins dorés, arrangeant ses robes de manière à se tenir dans la pose d'une statue. Elle croisa les mains sur sa poitrine, tenant le sceptre et le fléau du pharaon. La pièce était silencieuse, à l'exception du bourdonnement d'une seule mouche près du panier de figues. Les yeux de la reine devinrent lourds. La tension quitta son visage, lissant les rides d'inquiétude et de chagrin, ne laissant que le masque serein de la divinité. Sa poitrine se soulevait et retombait, plus lentement, plus lentement. « Cela a-t-il été bien fait ?» murmura Charmian, la voix étranglée. Les lèvres de Cléopâtre bougèrent, une dernière fois, sans bruit, avant que la lumière ne quitte ses yeux pour toujours. Charmian, la dernière restante, prit la coupe.
Elle but les dernières de gouttes, mais elle ne s'allongea pas. Elle se tint à la tête du canapé, chancelante tandis que la drogue s'emparait de ses membres. Elle regarda la reine. Le diadème avait légèrement glissé vers la gauche pendant le dernier souffle. Avec des mains tremblantes, luttant contre l'obscurité qui s'approchait, Charmian tendit la main. Elle ajusta le cobra doré. Elle redressa le ruban blanc. Elle lissa une mèche de cheveux égarés. « Parfait, murmura Charmian. Puis les lourdes bottes frappèrent trônant à la porte. « Ouvrez, message de César !» La porte s'ouvrit en grand. Le bois éclata. Les gardes se précipitèrent, épées tirées, s'attendant à un combat. Ils s'arrêtèrent net, ils virent le canapé doré. Ils virent les 2 femmes mortes. Ils virent Charmian, chancelante, sur ses pieds, tenant la couronne de la reine. « Qu'avez-vous fait ?» rugit le garde Titus, s'élançant. « Est-ce bien fait, femme ?» Charmian le regarda, ses yeux se vitrifiant, mais la tête haute. « Extrêmement bien, » haleta-t-elle, sa voix résonnant dans le silence soudain, « et digne d'une descendante de tant de rois. » Elle s'effondra. La pièce explosa de chaos. Les soldats les criaient, renversaient les pliches par les tables, cherchaient en un pouls qui n'existait pas. Proculus se précipita, son visage pâle de la réalisation de son échec. « Le serpent !» cria quelqu'un. « Trouvez le serpent !» Ils commencèrent à trancher le panier de figues, à renverser les meubles, à chasser un monstre qui n'existait pas. Dans la confusion, dans le tourbillon d'hommes hurlants et d'armures cliquetantes, personne ne regarda les ombres près de la porte. Je serrai la boîte de cèdre. Je jetai un dernier regard à ma reine, brillante comme le soleil sur son lit doré, intouchable, incommensurable, libre. Je me retournai. Et je courus. Les couloirs du palais ptolémaïque étaient un labyrinthe en salle de panique. Derrière moi, les cris des gardes romains résonnaient sur les murs de marbre, une cacophonie de confusion et de rage. « Morts, ils sont tous morts. J'ai trouvé le médecin, bloqué les sorties, quoique vous... » Mais ils cherchaient des soldats, ils cherchaient le mot des assassins. Ils ne cherchaient pas une petite fille en grossière tunique grise, serrant une boîte de cèdre contre sa poitrine comme si elle contenait les cendres d'un dieu. Je courus. Mes pieds nus ne faisaient aucun bruit sur la pierre fraîche. Je connaissais ces couloirs mieux que les Romains ne le feraient jamais. Je connaissais les passages des serviteurs, les étroites fentes d'espace entre les grandes chambres où les esclaves se déplaçaient comme le sang dans les veines d'une bête géante. Je me glissais par les portes de l'arrière-cuisine, passant devant les cuisiniers effrayés qui se disputaient encore le festin intact. Je déboulais dans la chaleur aveuglante de l'après-midi dans la cour, la tête baissée, me fondant dans le mouvement frénétique du personnel de la maisonnée. « La reine !» cria quelqu'un depuis un balcon au-dessus. « La reine est tombée !» Le cri se propagea dans l'enceinte du palais comme une onde de choc. Les serviteurs laissèrent tomber leurs fardeaux. Les gardes abandonnèrent leur poste pour courir vers l'aile royale. Au centre de la tempête, je trouvai l'œil, le moment d'absolue distraction que Cléopâtre m'avait promis. J'atteignis la porte de service. Le garde, un jeune auxiliaire dont le visage était pâle à cause des rumeurs qui circulaient déjà, me jeta à peine un coup d'œil. « Allez, ma fille !» balbutia-t-il, les yeux fixés sur les fenêtres du palais. « Rentrez chez vous, c'est fini !» Ce n'est pas fini, pensai-je, mes doigts s'enfonçant dans le bois de la boîte. Ça ne fait que commencer. Je courus jusqu'à ce que l'odeur de jasmin et de cèdre soit remplacée par la puanteur du goudron, de la saumure et du poisson pourri. Le grand port d'Alexandrie s'étendait devant moi, une forêt de mâts et de voiles. La Stella Maris était amarrée à l'extrémité du quai marchand, un modeste navire de commerce phénicien qui sentait les épices et le bois mouillé. Je trouvai le capitaine en train de se disputer avec un maître de port. Le capitaine Barça était un homme taillé dans le bois de teck, avec une peau tannée par le soleil et une barbe tressée de perles d'argent. Il me regarda l'anneau sigillaire que je lui glissai dans la paume calleuse, et ses yeux s'écarquillèrent. Il ne posa pas de questions. Il ne demanda pas l'or qui était habituellement requis pour le passage. Il regarda l'anneau, le sceau royal des Ptolémées, puis regarda vers le palais, où un drapeau noir était lentement hissé. « Descends !» grogna Barça, sa voix rude comme des pierres à moudre. « Nous partons avec la marée, et la marée est maintenant. » Alors que le navire s'éloignait du quai, je me cachai derrière une pile d'amphores sur le pont. Je regardais le phare de Pharos, cette merveille du monde, capter la dernière lumière du soleil couchant. Alexandrie, la ville de la connaissance, la ville de la lumière, rétrécissait. Je ne pleurais pas. J'avais laissé mes larmes dans la pièce avec les figues. Maintenant, j'avais un travail à faire. Nous naviguâmes vers le sud, puis vers l'est, poursuivant l'horizon.
Les nouvelles voyagent moins vite que les navires, mais elles voyagent. Dans les ports où nous accostions, Jopé, Tyr et finalement les ports lointains de la mer Rouge, j'entendais les histoires. Elles étaient racontées par les marins dans les tavernes, par les marchands sur les marchés, déformées par la distance mais portant le germe de la vérité. J'entendis parler de la rage d'Octave. On disait que lorsqu'il entra dans la pièce et vit son trophée arraché par la mort, il ne pleura pas. Il jeta une chaise à travers la chambre. Il appela des psylles, des charmeurs de serpents, qui pouvaient sucer le poison des plaies, mais il était trop tard. La reine était froide. J'entendis parler du triomphe à Rome. Cela se produisit des mois plus tard. J'étais en sécurité alors, vivant dans un petit village sur la côte africaine, bien au-delà de la portée des collecteurs d'impôts romains. Mais un voyageur de Rome apporta le récit. « C'était une grande parade, dit le voyageur, essuyant la mousse de ses lèvres. De l'or, de l'argent, des prisonniers enchaînés. Les enfants étaient gens là, les jumeaux marchant calmement, mais la foule l'attendait, elle. Et, demandai-je, lui versant plus de vin, ma main stable. Elle n'était pas là, bien sûr, rit l'homme. Alors Octave a construit une poupée, une massive statue de cire de la reine allongée sur un lit, avec un serpent mécanique attaché à son bras. Il a fait défiler une marionnette dans les rues. Le voyageur rit, mais ses yeux n'étaient pas gais. Mais vous savez, les gens n'ont pas applaudi, ils ont regardé fixement. Il n'y avait aucune gloire à vaincre une poupée de cire. Octave avait l'air ridicule. Il voulait montrer qu'il avait conquis un monstre, mais il a seulement montré qu'il avait peur d'un fantôme. Je souris alors. Un petit sourire secret, le serpent, pensai-je. Il raconte toujours l'histoire du serpent. Il a besoin du monstre parce qu'il ne peut pas admettre qu'il a été vaincu par une épingle à cheveux et la volonté d'une femme. Je touchai la boîte de cèdre cachée sous les planches de ma cabane. La statue était un mensonge. La vérité dormait sous mes pieds. 50 ans, c'est long. C'est assez de temps pour qu'un empire se lève, pour qu'un visage se ride, pour que les cheveux prennent la couleur de l'écume de mer. Je suis une vieille femme maintenant. Mon dos est courbé, et mes mains, autrefois assez stables pour mélanger des poisons, tremblent maintenant quand je verse du thé. Nous vivons dans une maison de pierre blanche surplombant une mer turquoise, loin de l'Égypte, dans un pays où les légions de Rome ne sont qu'une rumeur pour effrayer les enfants. Nana? La voix appartient à Lydia, ma petite fille. Elle a 14 ans, le même âge que moi quand je me suis caché dans la tombe. Elle a les yeux sombres de son père, mais son esprit n'est c'est que feu. Elle s'assit sur le tapis, pointant l'étagère où la boîte de cèdre reposait depuis un demi-siècle. Je ne l'avais jamais ouverte en sa présence. « Qu'y a-t-il dedans » demanda-t-elle. « Est-ce un trésor? Est-ce de l'or des reines perdues ?» Je la regardai. Le soleil se couchait, peignant l'eau de nuances de violet et d'or, tout comme ce dernier jour au palais. « Apporte-la ici, enfant, dis-je. Lydia apporta la boîte. L'incrustation de nacre était jaunie par l'âge, le bois lisse à mon toucher. « Les gens disent que vous étiez une esclave, dit doucement Lydia. Ils disent que vous vous êtes enfui avec des bijoux volés. Les gens disent beaucoup de choses, répondis-je. L'histoire est écrite par les hommes qui gagnent les batailles, Lydia. Mais la vérité est souvent cachée dans le silence des femmes. J'ouvris le couvercle. L'odeur de cèdre et de vieux papyrus s'échappa, un fantôme du passé. Il n'y avait pas d'or à l'intérieur, pas d'émeraude, pas de rubis. Lydia eut l'air déçue. Ce n'est que du papier? Je plongeai la main et sortis les rouleaux. Le papyrus était cassant, mais l'encre était toujours noire. L'écriture était nette, anguleuse, défiante. Les journaux de Cléopâtre Philopator, le compte-rendu des mesures, les transcriptions des menaces, le récit détaillé du siège psychologique. Et sous les rouleaux, une petite bague simple. Le sceau de Césarion. Ceci, dis-je, déroulant le premier rouleau, est une arme plus puissante que n'importe quelle épée qu'Octave ait jamais portée. C'est l'histoire qu'il a essayé de brûler. Je commençai à lui lire. Je ne lus pas l'histoire d'une séductrice qui se baignait dans du lait, mais celle d'une érudite qui parlait 9 langues. Je ne lus pas l'histoire d'une sorcière qui commandait des serpents, mais celle d'une mère qui marchandait sa propre vie pour acheter à son fils quelques jours de plus. Je lus l'histoire des architectes avec leurs rubans à mesurer, et la fin heureuse qu'Octave essaya de vendre au monde. Lydia écouta, les yeux écarquillés. La déception disparut, remplacée par une admiration naissante. « Mais Nana, murmura-t-elle quand j'eus fini, elle est morte, les Romains ont gagné, ils ont pris l'Égypte, ils ont tué son fils,
Comment est-ce une victoire? Je regardais la mer. Les étoiles apparaissaient, les mêmes étoiles qui avaient digne veiller sur le mausolée. Ils ont pris son royaume, oui, dis-je, caressant les cheveux de la jeune fille. Ils ont pris sa vie, mais écoute-moi attentivement, Lydia. Le pouvoir ne se limite pas à savoir qui gouverne le monde. Le pouvoir, c'est de savoir qui possède ton âme. Je tapotais le rouleau. Octave voulait la briser. Il voulait la faire défiler comme une chose brisée, un animal de compagnie en laisse, pour prouver que Rome pouvait tout dompter. Il a passé 10 jours à essayer de lui voler sa dignité. Mais au final, il a dû construire une poupée de cire parce que la vraie femme a refusé de jouer son rôle. Je tendis l'anneau à Lydia. Elle le tint avec révérence. Elle l'a choisi comment elle l'a perdu, dis-je, ma voix forte malgré mon âge. Et dans ce choix, elle lui a refusé la seule chose qu'il désirait vraiment, sa soumission. Lydia referma sa main autour de l'anneau. Elle était courageuse. Elle était libre, corrigeai-je. Je me penchai en arrière dans ma chaise. Le fardeau que j'avais porté pendant 50 ans semblait plus léger. La vérité n'était plus la mienne seule. Elle avait été transmise. Elle vivrait. Octave était mort maintenant. L'Empire romain était vaste, mais il commençait déjà à pourrir de l'intérieur, rongé par sa propre avidité. Mais ici, sur ce porche tranquille, l'esprit du dernier pharaon était vivant. Ils ont pris le royaume, tué le corps, mais n'ont jamais pu s'emparer de son choix final. Je fermai les yeux, écoutant le bruit des vagues. Je revis la pièce dorée, je revis le soleil sur l'eau, je revis Charmian ajustant la couronne. Et pour la première fois de ma vie, je ne vis pas la tragédie. Je vis le triomphe. Je souris et la brise marine emporta l'histoire, dans le monde où aucune cage ne pourrait jamais la retenir. L'histoire d'Hélénie et Cléopâtre nous enseigne une vérité profonde que nous pouvons appliquer à nos propres vies. Nous ne pouvons pas toujours contrôler les tempêtes qui font rage autour de nous. Nous pouvons faire face à la perte, à l'injustice ou à des situations où nous nous sentons complètement impuissants. Mais il y a une chose que personne et aucune circonstance ne pourra jamais vous enlever, votre pouvoir de choisir comment vous réagissez. La vraie dignité ne nous est pas donnée par les autres. C'est quelque chose que nous construisons en nous-mêmes. Même lorsque les murs se referment, vous tenez toujours la plume pour écrire votre propre fin. Si cette histoire a touché votre cœur et que vous croyez que la vérité mérite d'être rappelée, veuillez aimer cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Votre interaction aide ces voix oubliées à s'élever au-dessus du silence de les histoires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer un voyage dans le passé. Je prie pour que, quelles que soient les batailles que vous menez aujourd'hui, Dieu vous accorde la force inébranlable de rester ferme. Puissiez-vous trouver le courage de garder la tête haute lorsque le monde essaie de vous abattre, et puissiez-vous toujours posséder la sagesse de savoir que votre valeur est définie par votre propre âme, non par les jugements des autres. Si vous ressentez cette force et croyez en votre propre résilience, écrivez Amen dans les commentaires ci-dessous.